Philippe est docteur en physique, ingénieur CNRS. Par ailleurs, on connaît qu'il a travaillé 20 ans dans le domaine de la physique et 20 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il est devenu un des spécialistes de la lecture physique du vivant. Il va nous parler de la conscience vibratoire. Ne croyez pas que ce terme vibratoire soit quelconque. Et que dire de lui? Ben, vous voyez, il est un peu habillé comme Indiana Jones. Et la raison pour cela, c'est que c'est un explorateur de l'espace-temps. On a une petite chance, contrairement aux visiteurs, il ne s'est pas perdu dans les couloirs du temps, mais il a su décrypter l'arbre des possibles d'une manière absolument extraordinaire. Il est aussi l'auteur de la théorie de la double causalité, c'est un spécialiste de la temporalité. Et donc, il va nous immerger dans un discours qui est très fondé sur les connaissances physiques. Et donc, je lui laisse très vite la parole parce que ce ne sera pas trop d'avoir une bonne heure avec lui. Merci. Bonjour. Bon, je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes très impressionnants. Pour moi, ce n'est pas du tout évident. Est-ce que vous êtes prêts à 10 h du matin un dimanche à vous faire des nœuds dans le cerveau? Des nœuds dans le cerveau, des trous dans la conscience. Alors, en résumé, 1 heure, ce n'est pas assez pour que je vous explique tout ce que j'ai envie de vous expliquer. Je vais vous faire un petit résumé. Je vais vous parler du cerveau et de la conscience, mais vu par un physicien. Le cerveau, on va dire que c'est une machine à créer de la localité, alors que la conscience est fondamentalement non locale. Et c'est ça qu'il va falloir retenir. Quand je parlais de nœuds dans le cerveau, donc les nœuds sont à l'interface entre les neurones et les synapses, ce qui va poser le problème du siège de la mémoire, comme on le verra. Alors que, en ce qui concerne la conscience, on a plutôt une capacité à relier des points de l'espace, de manière non locale, de manière non causale. Donc, et on a une complémentarité ainsi entre le cerveau et la conscience. Le cerveau qui s'adapte à la conscience en fabriquant des liens matériels à l'intérieur du cerveau. Et la conscience qui fait le travail complémentaire, qui essaye de localiser l'information, sachant que fondamentalement, c'est la conscience qui construit notre sensation de l'espace. Bon. Conscience non locale, cerveau local. La conscience se sert du cerveau pour créer notre espace commun, c'est-à-dire qu'on peut considérer que notre réalité est une construction collective. Quelle est la différence entre le rêve et la réalité, entre le rêve réaliste, qui ne s'est pas réveillé en ayant l'impression de sortir d'une réalité pour rentrer dans une autre et en se demandant laquelle est la bonne? Ça m'est arrivé, je suppose que ça vous est arrivé à vous tous. Et la différence, c'est que la réalité que nous considérons comme une réalité est une réalité collective, alors que la réalité qui est dans le rêve est une réalité individuelle, mais il n'y a pas fondamentalement de différence ontologique entre les deux. Et ceci, d'autant plus que la conscience ne peut pas être le produit du cerveau, contrairement à ce qu'on pense. Il y a une cohérence dans la pensée matérialiste, dans la mesure où on commence à admettre quelque chose d'erroné, eh bien on est obligé d'admettre tout un tas d'autres choses qui sont erronées. Alors je vais vous demander de m'excuser, mais je vais vous rappeler les 10 commandements du matérialisme. Il y en a 10, hein, je n'ai pas la mémoire, je vous en fais la liste. C'est tout ce qu'il faut
remettre en question dans notre vision de la réalité. D'accord ? On nous fait croire que la nature est sans but et sans finalité. On nous fait croire que l'univers est né du néant par une explosion originelle, que tout ce qui arrive est le résultat de la causalité temporelle, que la conscience est un produit du cerveau, que la réalité est indépendante de nos états de conscience, que le passé ne peut plus être modifié, que l'évolution de la vie est due à la sélection naturelle du plus fort et au hasard des mutations, que nous sommes des machines que la technologie doit améliorer, que la mémoire, les intuitions et les visions sont issues de notre cerveau et que tous les phénomènes inexplicables qui remettraient ça en question sont des illusions ou des hasards. Voilà. C'est très cohérent. Si vous prenez ces 10 croyances ensemble, ça tient la route. Mais c'est juste une façade et ça ne tient pas la route en réalité si on considère le réel plus vaste avec tous les phénomènes qu'on ne sait pas expliquer. Donc en fait, il faut remettre en question en totalité notre vision de la réalité. Il n'y a pas une seule croyance là-dedans qui tient la route si on considère les progrès de la physique moderne. Alors on va commencer par l'idée que la conscience serait un produit du cerveau et que la mémoire, les intuitions et la vision, par exemple, seraient le produit du cerveau, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Alors moi, je vais vous parler de mon expérience en tant que concepteur de cerveau artificiel, puisque dans les années 2000, j'ai fait beaucoup d'intelligence artificielle et j'ai développé des cerveaux visuels à base de réseaux de neurones. Et j'étais matérialiste à cette époque. Et bien que j'ai appris à fabriquer des systèmes de vision qui marchaient très bien, puisqu'ils étaient capables de reconnaître des objets complexes, même lorsque la caméra était en mouvement, des choses comme ça, et même parfois des reconnaissances meilleures que celles de l'œil humain, eh bien, j'avais donc développé ces réseaux, ces cerveaux, et la mémoire, enfin l'information qui était contenue dans le réseau ne me permettait pas de reconstruire l'image d'origine. Et j'ai pensé dans un premier temps que c'est parce que j'avais développé un cerveau artificiel qui ne ressemblait pas du tout au cerveau que pouvait être le cerveau humain, qui, bien entendu, était bien plus complexe. Mais n'empêche qu'on est sur le même principe. Et aujourd'hui, on considère toujours que la mémoire serait dans le cerveau et qu'elle ferait intervenir l'information qui se trouve à l'interface entre les neurones et les synapses. Or, si on considère dans un cerveau artificiel l'information qui est contenue à l'interface entre les neurones et les synapses, c'est quelque chose qui ne permet absolument pas de reconstruire une image. Ça ne permet absolument pas de reconstruire, encore moins un film, quoi que ce soit. Et il faut faire appel à des mathématiques très spéciales, des fonctions de convolution, des choses comme ça, pour arriver à reconstruire un semblant d'image, mais très flou, et à la limite, à condition que le cerveau ne serve qu'à stocker une seule image. Donc on est franchement loin du compte. Mais j'ai pensé que mon cerveau n'était pas très évolué, jusqu'à me rendre compte que les collègues, 10 ans après, qui faisaient également de la vision artificielle, avaient le même problème et qu'il y avait des publications qui démontraient cette difficulté à reconstruire une image à partir de l'information qui était stockée dans le cerveau, bien qu'on ait des circuits, des réseaux de neurones qui fonctionnaient très bien. Et je n'ai compris finalement que 15 ans après, la raison pour laquelle il y avait ce problème, c'est que d'une part, le cerveau n'est pas le siège de la mémoire, bien qu'on verra qu'il y a bien des traces de mémoire dans le cerveau, et que d'autre part, il y a une impossibilité fondamentale pour un cerveau, mais pour le nôtre cette fois-ci, à reconstruire, à faire émerger une conscience visuelle. Parce que, à partir du moment où l'information rentre dans le cerveau à partir de la rétine,
Au niveau de la rétine, c'est un peu comme si on prenait une photo. Là, vous avez des images qui sont à peu près, qui sont conservées, qui sont nickel. Quand on fait de la photo, on voit bien qu'on a une très belle transcription. Mais à partir du moment où l'information visuelle rentre dans le cerveau et qu'en plus, d'après la théorie de l'émergence de la conscience de l'école française, par exemple, la conscience serait issue de l'interaction, des interactions entre les différents lobes cérébraux pour faire émerger quelque chose qui commence à devenir global. À partir de... Et ceci va nécessiter au niveau de la vision une quantité telle d'interaction, même si elle n'est pas, même si c'est pas énorme, que toute l'information visuelle est nécessairement perdue. C'est-à-dire que dans le processus qui permet à l'information visuelle d'être traitée par le cerveau pour aboutir à une analyse qui va marcher très bien pour aboutir à un comportement, pour aboutir à des gestes, pour aboutir à des actions, pour aboutir à l'adaptation à l'environnement, etc. Tout cela va marcher très bien. Le cerveau, il est fait pour ça. Philippe, il y a des personnes au fond qui n'entendent pas. Il faudrait parler un petit peu plus fort. Si encore, oui. Ça va être fatigant. Je vais essayer de parler encore plus fort. Désolé, j'ai été obligé de demander un main libre parce que j'aime bien être libre de mes gestes, parce que sinon c'est assez inconfortable. Alors je vais parler plus fort, donc. Donc je disais que dans le processus qui censément permet de faire émerger la conscience visuelle à partir des interactions entre les différents lobes cérébraux, l'information visuelle, elle est totalement perdue, ou en tout cas, elle est irréversible. Et donc, il n'est pas possible de reconstruire une image visuelle, et encore moins un film de la réalité, à partir d'une information qui est traitée par le cerveau. Le cerveau, il sert essentiellement à analyser, il sert à comprendre, il sert à s'adapter, il sert à trouver la gestuelle, le comportement approprié, c'est déjà énorme. Mais un cerveau ne peut pas servir à reconstruire l'image visuelle. L'image vient d'ailleurs. D'accord ? C'est ça qui m'a permis à moi, en tout cas, de passer du matérialisme à la spiritualité, entre autres. Bien sûr, ce n'est pas la seule raison. Et en ce qui concerne les autres raisons, c'est... Donc là, je vous ai parlé du problème concernant la vision, mais il y a un problème concernant la mémoire et un problème concernant l'intuition. J'avais déjà remarqué que la mémoire, qu'un cerveau ne mémorise pas l'information à l'interface entre les synapses et les neurones, que par contre, le cerveau mémorise bien des traces et que si on veut localiser la mémoire dans le cerveau, en fait, on n'arrive pas à la localiser parce que la mémoire, elle est... bon, c'est admis par tout le monde, c'est admis par les neuroscientifiques. La mémoire, elle est distribuée. Hein, c'est-à-dire que vous retrouvez la mémoire de quelque chose de très particulier, de bien déterminé, de précis, non pas à un endroit précis du cerveau, mais dans plusieurs endroits distribués dans tout le cerveau, et vous ne pouvez pas, à partir de là, trouver l'opération mathématique qui va vous permettre de retrouver. Les neuroscientifiques ne font pas ça. Donc ils ont juste, parce qu'ils vont tester à tel endroit, ils vont tester à tel endroit, ils s'aperçoivent que si on enlève quelque chose, peut-être, enfin je ne suis pas neuroscientifique, à tel endroit on perd la mémoire, enfin voilà, ça fonctionne comme ça, c'est très empirique. D'accord ? En aucun cas, on a la moindre preuve, et on a même à toutes les preuves que la mémoire n'est pas localisée dans le cerveau, contrairement à la mémoire, par exemple, d'une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, évidemment, ne va pas chercher sa mémoire dans son cerveau, elle va chercher sa mémoire sur le disque dur. Et nous, on ne sait pas où se trouve notre disque dur. Le disque dur ne peut pas être dans le cerveau. D'ailleurs, il n'est pas dur, heureusement, nous concernant. Mais il y a une information qui peut nous venir de la physique qui nous permettrait de localiser tout de même un disque dur qui est plutôt mou, mais on appelle ça la théorie de l'univers bloc.
La théorie de l'univers bloc qui est la théorie simpliste, mais la plus simple d'ailleurs, la plus simple, la plus claire, la plus évidente pour comprendre la physique de l'espace-temps. Cette théorie qui n'est plus vraiment une théorie parce que elle est issue de la relativité qui est l'une des deux physiques les plus vérifiées par l'expérience. Donc on ne peut pas remettre en question. C'est cette théorie qui remet en question tout de même notre conception du temps. Et vous avez souvent entendu dire « le temps n'existe pas ». Qu'est-ce que ça veut dire « le temps n'existe pas » puisque bien sûr qu'il existe, ça veut dire que le temps n'est pas le créateur du futur à venir. Nous vivons dans une illusion du temps qui nous fait penser que c'est la causalité et les lois physiques qui déterminent ce qui va arriver dans le futur. Et nous avons du mal à comprendre que notre futur est déjà là. Nous avons du mal à comprendre que notre futur est déjà là et que notre passé est encore là. Mais c'est ce que la physique nous crie. Elle nous le serre en pleine face. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à le comprendre? Parce qu'on veut absolument que la conscience soit un produit. Qui dit produit du cerveau, produit de la mécanique qui, dans le temps, crée le futur en train d'arriver. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire cette déduction? C'est parce que la science est cloisonnée et que les neuroscientifiques sont incompétents en physique avancée, que les physiciens sont incompétents en neurosciences et qu'il n'y a pas ce travail que j'ai fait, moi, à l'interface d'entre trois disciplines. J'ai été à la fois dans les neurosciences, j'ai développé beaucoup d'appareillage de neurosciences, dans la physique fondamentale et dans l'intelligence artificielle. C'est parce que j'ai cette expérience de ces trois domaines dans lesquels j'ai des publications que j'ai pu avoir ce regard que la science ne permet pas parce qu'il n'existe pas cette interdisciplinarité, cette multidisciplinarité qui est réclamée depuis des décennies. Et ce sont que des fausses tentatives que de dire, voilà, il y a le système des publications ne le permet pas. Bon, mais ça, c'était une parenthèse. Donc, je reviens à notre conception du temps. Donc, nous avons du mal à comprendre que, bien entendu, le disque dur, il existe. Et que c'est tout simplement cet univers bloc, cet espace-temps qui conserve déjà la mémoire de tout ce que nous avons vécu et de tout ce que nous avons à vivre. Ce n'est pas la peine d'aller la chercher dans le cerveau. Il suffit simplement d'avoir un système d'adressage. Et ce système d'adressage, bien entendu, le cerveau joue un rôle. Le cerveau va permettre de fabriquer une adresse mémoire. Lorsque vous allez chercher de l'information sur le disque dur avec une intelligence artificielle, il vous faut une adresse mémoire. Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit que la mémoire vous revient. D'accord? Cette adresse mémoire, elle peut être fabriquée par le cerveau si effectivement c'est le cerveau qui est à l'œuvre, mais elle peut aussi être fabriquée par la conscience parce que de toute façon, cette adresse mémoire passe par la conscience. Parce que la mémoire de l'espace-temps, ce n'est pas de la mémoire physique, c'est de la conscience. Lorsque Descartes disait « je pense donc je suis », ça ne voulait pas dire « je pense donc je suis matière ». Ça voulait dire « je pense donc je suis conscient ». La conscience est la primitive de la réalité. C'est le fondement de la réalité. Et c'est à partir du moment où vous remettez la conscience au centre de la réalité et la matière comme un épiphénomène que vous arrivez à avoir une compréhension intuitive de la physique. Alors que si vous mettez la matière au centre de la réalité et que vous considérez la conscience comme un épiphénomène, vous ne pouvez pas interpréter les résultats de la physique. Vous avez de brillants scientifiques, de brillants physiciens qui se mettent des liens aux pieds, qui se mettent des bâtons dans les roues, qui s'empêchent de comprendre la réalité parce qu'ils veulent absolument raisonner à partir de la matière, alors qu'il est évident qu'il est parfaitement logique
de raisonner à partir de la conscience. Alors pourquoi est-ce que la physique nous invite à considérer que la conscience est au centre de la réalité? On verra à la fin, je conclurai sur cette histoire d'auto-guérison, hein, je vous rassure, parce que le titre de ma conférence était un peu adapté à ce colloque. Mais je suis plutôt là pour vous parler des fondamentaux qui permettent de comprendre que c'est la conscience, justement, qui va nous permettre de guérir, notamment, et plein d'autres choses. Donc en physique, il y a beaucoup de choses qui nous amènent à considérer qu'il faut partir de la conscience et non pas de la matière. Il y a récemment, je vais commencer par ça, le modèle holographique de l'univers qui a énormément de succès en physique, qui a déjà été proposé par Bohm au siècle dernier, mais qui est revenu en force grâce aux travaux, au changement de siècle, au début du XXIe siècle, grâce aux travaux de Maldacena et récemment bien d'autres. On s'aperçoit qu'un modèle qui décrit la réalité de ce qui se passe sur une surface horizon de notre univers, surface horizon, c'est par exemple l'horizon d'un trou noir ou l'horizon du Big Bang, etc. On s'aperçoit qu'un modèle qui décrit et qui est un modèle, on va dire, de théorie des champs, de physique quantique, des choses comme ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, est équivalent à un modèle qui décrit la réalité de ce qui se passe au-delà de cet horizon, mais cette fois-ci dans un volume, et qu'en prime, on récupère une compréhension de la gravité. Et on récupère des dimensions supplémentaires, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça veut dire que les physiciens sont en train, et sans savoir, c'est-à-dire qu'on comprend qu'un modèle qui décrit l'information sur une surface peut être équivalent à un modèle qui décrit l'information dans un volume, et on récupère une certaine indétermination et la gravité, ce qui est très intéressant parce qu'on a commencé à comprendre il y a pas mal d'années que la gravité n'était pas une force, mais un phénomène émergent. Mais on ne sait pas expliquer d'où viendrait cette transformation. La seule chose qui nous amène à considérer que nous vivons dans un univers qui contient un espace et donc un volume, c'est uniquement notre conscience. Ah. Et donc, on pourrait très bien dire que notre réalité est un univers d'information que l'on peut réduire à une information qui se trouverait sur une surface et que c'est la conscience qui transforme cette information en sensation de volume avec du coup des phénomènes bizarres comme la non-localité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir deux points de l'espace qui sont reliés par une information sans qu'il y ait de transfert d'information en réalité entre les deux, c'est-à-dire que deux événements qui peuvent être séparés par énormément d'espace ou de particules peuvent être corrélés sans que aucun message ne transite de l'une à l'autre, ce qui se comprend très bien si l'on considère qu'il s'agit d'une reconstruction holographique à partir d'une information qui se trouverait au départ localisée. Vous voyez ce que je veux dire? Non. J'aurais pas dû poser la question. Ah ben je vous balarde un tas de choses, ben vous allez les travailler, hein, parce que je suis là uniquement pour susciter, ce que je vous dis ça, c'est pour susciter votre curiosité et pour vous amener à étudier par vous-même ces choses bizarres qu'on appelle la non-localité, l'intrication, etc. Parce que sinon, je vous fais un cours sur l'intrication et la non-localité, vous ne comprenez rien. Alors que si je vous parle de tout, vous comprenez mieux d'un coup. Donc je disais que voilà, on a de sérieux indices de penser que l'espace est une reconstruction qui est faite par la conscience. Ce qui voudrait dire à ce moment-là que l'espace lui-même serait la conscience. Est-ce qu'on a des indices qui nous laisseraient penser que l'espace lui-même serait la conscience? Eh bien la raison est oui, on en a un gros paquet. On a le fait que les physiciens détruisent l'espace.
En fait, les physiciens détruisent l'espace, le temps et la matière. Je vous disais tout à l'heure, le temps n'existe pas. En réalité, bien sûr, le temps existe en tant que quatrième dimension d'espace. Et il y en a d'autres. Et la matière existe en tant que constituant informationnel illusoire de cet espace reconstruit par la conscience. Pourquoi? Parce que l'espace, quand on étudie l'espace, on s'aperçoit que l'espace, il est courbé et il est troué. Et il n'existe pas d'espace de référence. On n'a pas le droit de représenter cet espace troué ou courbé sur un espace de référence. Cet espace de référence n'existe pas. L'espace que vous voulez droit, l'espace que vous voulez pur, à 3 dimensions, n'existe pas. Les meilleures théories physiques aujourd'hui, comme la gravité quantique à boucle, bien qu'elle ne soit pas démontrée, mais elle séduit largement tous les physiciens au sens où tout le monde a compris qu'il fallait aller vers ça, vers une théorie quantique de la gravitation. Ces meilleures théories nous disent que finalement l'espace pourrait être émergent, c'est-à-dire que l'espace pourrait être une reconstruction faite à partir de ce qui est contenu dans l'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le contenu et de l'autre côté le contenant, il y a le contenu qui crée le contenant. D'accord? Ce qui était... Dans la théorie des cordes, on utilisait un contenant et un contenu, ce qui a amené les physiciens à parler de dimensions supplémentaires d'espace, mais ces dimensions supplémentaires de l'espace n'existent pas parce qu'il n'existe pas en réalité de contenant. Par contre, la théorie des cordes a introduit cette notion de vibration de l'espace qui est fondamentale et sur laquelle je vais venir petit à petit. Donc je disais que donc l'espace, il est troué, il est non local, comme je vous le disais, il est aussi en vibration. Comment voulez-vous concevoir un espace qui est troué, et il est aussi pixelisé, c'est-à-dire qu'il existe une plus petite grandeur d'espace en dessous de laquelle il n'existe pas d'espace. En dessous de la longueur de Planck qui est égale à 10 puissance moins 35 mètres, 0,0003501 mètres, il n'y a pas d'espace. Troué, pixelisé, en vibration, non locale, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en physique, la notion d'espace, elle est détruite. Pourtant, vous le voyez bien, vous le ressentez bien, l'espace. Si vous ressentez l'espace, c'est parce que l'espace est construit par votre conscience. Aujourd'hui, vous avez des technologies ou des films de science-fiction qui vous permettent de comprendre que le réel n'a pas besoin d'être réel pour être perçu comme réel. Le réel a simplement besoin d'être de l'information et il est nécessaire qu'il existe une conscience qui va reconstruire cette information en perception de la réalité. Cette perception de la réalité qui est considérée par les neuroscientifiques comme produite par le cerveau, elle fait intervenir des sens, mais on n'a jamais expliqué comment la lumière, les ondes électromagnétiques se transformaient en couleurs. On n'a jamais expliqué comment le son, les vibrations de l'air se transformaient en musique. On n'a jamais expliqué ça. C'est le problème des qualia, Q-U-A-L-I-A-S. C'est le problème difficile de la conscience de David Chalmers qui est reconnu. Même les anglo-saxons aujourd'hui qui sont hyper matérialistes reconnaissent qu'il y a un énorme problème et grâce aux travaux d'un certain Bernardo Kastrup, même les anglo-saxons sont en train de virer de bord. Donc, pour être plus objectif, pour être plus rationnel, pour être plus cartésien, pour être plus conforme à la vraie science et non pas au scientisme, il est important de considérer que ce réel n'est pas tel qu'il paraît et que s'il paraît tel qu'il est, c'est parce que la conscience est fondamentale. C'est elle qui fait cette reconstruction, cette conscience
de nature holographique, on va dire. Et à partir de là, on peut arriver à comprendre pourquoi, ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi notre conscience peut avoir un impact sur la réalité. Parce que si on n'est pas passé par cette réflexion-là, on ne comprend pas comment notre conscience peut avoir une action dans le futur, qui n'est pas une action, parce qu'il n'y a pas d'action de la conscience, puisqu'on est hors causalité, puisqu'il ne s'agit pas de quelque chose qui est l'issue de la loi de cause à effet. Il n'y a pas de loi de cause à effet dans cette apparente action de la conscience. Il y a simplement une sélection des possibles. Alors, j'y viens maintenant. Donc, je viens maintenant à mes travaux, mes travaux qui me sont inspirés depuis l'enfance, puisque c'est dès l'âge de 14 ans que j'ai commencé à réfléchir sur ce qu'était le hasard. Ce hasard que les physiciens ont découvert qu'il existait effectivement un certain type de hasard fondamental que Einstein a d'ailleurs dénoncé comme étant un dieu qui jouait aux dés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux hasard ? Alors, on a démontré son existence en mécanique quantique, c'est-à-dire à plus petite échelle. Ça a abouti à la notion de multivers quantique, quelque chose qui paraissait complètement délirant à l'époque où ça a été proposé dans les années 50 et qui aujourd'hui est revenu en force en physique, c'est-à-dire que les physiciens maintenant, alors tous ne l'acceptent pas, considèrent que nous pourrions avoir des myriades de doubles conscients dans d'autres univers, soit séparés, soit superposés. Et on a cette histoire de multivers qui apparaît à toutes les échelles, qui apparaît à l'échelle cosmologique, qui apparaît dans la théorie des cordes et qui apparaît, moi je l'ai trouvé ce multivers à travers mes travaux en faisant des calculs de billard. Bon, je vous passe l'histoire. Des calculs de billard quand même avec, j'ai dû calculer des dizaines de milliards de trajectoires de boules dans ma carrière pour vérifier l'existence du multivers à notre échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre réalité est fondamentalement multiple, ou quantique si vous préférez. C'est-à-dire que le monde quantique ne se limite pas à l'échelle microscopique, le monde quantique, il concerne également l'échelle macroscopique. Simplement, on ne s'en rend pas compte parce que nous sommes câblés par l'intermédiaire de notre cerveau pour ne vivre que dans une seule réalité. Et de plus, c'est une réalité collective. Et donc, notre incorporation, si on veut, à l'intérieur d'un cerveau qui jouerait le rôle d'un tableau de bord, finalement, comme le dirait un certain Kastrup, c'est cette incorporation qui nous empêche de saisir la réalité dans toutes ses possibilités. Mais la réalité serait effectivement multiple. Et c'est d'ailleurs la théorie d'un physicien français tout à fait respectable qui s'appelle Hervé Zwirn et qui s'appelle le solipsisme convivial. Donc la théorie du solipsisme convivial nous dit qu'effectivement la réalité est fondamentalement multiple, y compris à l'échelle macroscopique, et que c'est le cerveau qui nous oblige à vivre dans une seule réalité. Bon, et maintenant que vous avez commencé à comprendre qu'il fallait différencier la conscience du cerveau, je vais essayer de vous faire percevoir les propriétés de la conscience en dehors du cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est que... Alors, comme je vous disais que le temps n'existe pas... Attendez, je vérifie que je ne vais pas déborder. Non, ça va. Quand je vous disais que le temps n'existe pas, du coup, on a un problème. C'est qu'il n'existe plus, a priori, de curseur du temps qui est une signification physique réelle, puisque le présent ne servirait pas à construire le futur. Mais je vous disais que le futur est multiple, puisque nous vivons dans un multivers. Mais ce futur, il n'est pas multiple. Comment dire? Ça dépend du système. La causalité fait que certains systèmes vont être déterministes pendant très longtemps. Par exemple, la trajectoire d'une planète ne va pas changer avant, ne va pas
se mettre à changer hors du temps, pardon. Disons que la trajectoire de la Terre, la trajectoire des planètes, elles sont parfaitement bien déterminées pour des centaines de milliers, peut-être des millions d'années. Et il n'existe pas, au niveau des trajectoires des planètes, ce multivers qui ferait que la Terre pourrait avoir une autre trajectoire et qu'un choix serait fait avant ces centaines de millions d'années. Donc, et il y a beaucoup de choses comme ça pour lesquelles il va falloir attendre très longtemps, et en général, c'est tous les objets inanimés. Plus ces objets sont massifs, plus les objets inanimés sont massifs, et plus ils vont faire que nous allons vivre dans une réalité qui ne peut pas changer. Mais plus vous considérez des objets animés, et en particulier des systèmes vivants, et plus si vous faites des calculs, les calculs, il faut les faire dans la tête, hein. Plus si vous faites des calculs, vous vous rendez compte que là, ce n'est pas des centaines de milliers d'années, mais ça peut être quelques secondes. C'est-à-dire que dans le cas d'un système aussi complexe qu'un cerveau ou qu'un être vivant en général, enfin pas en général, en ce qui concerne plutôt les mammifères, au bout de quelques secondes, la mécanique ne permet plus de déterminer le cours des événements. Ce n'est pas la mécanique qui régit d'ailleurs la biochimie dans votre organisme. Ça va marcher pendant quelques secondes, mais au bout de quelques secondes, l'organisme dépérit s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui vient conserver les cycles du vivant. Et à ce propos, la physique n'a jamais expliqué les cycles du vivant. Parce qu'il y a ce fameux théorème, enfin, il y a ce principe, cette seconde loi de la thermodynamique qui vous dit que pour un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter. Et que pour un système, même s'il n'est pas isolé, mais qui reçoit de l'énergie de l'extérieur, à moins que le système soit intelligent, son entropie ne peut là aussi qu'augmenter. Alors on croit que, sous prétexte qu'un organisme reçoit de l'énergie, de la nourriture, il va automatiquement pouvoir se débarrasser de son entropie, de son désordre organique. Mais on n'a jamais expliqué ça. Il existe un principe en biologie qui s'appelle le principe MEP, maximum entropie production, qui constate, et c'est seulement une constatation, qui constate que les êtres vivants ont cette capacité de se débarrasser de leur désordre organique, mais ceci est inexpliqué. Tout comme l'effet placebo, on constate que la conscience permet d'aller vers la guérison, mais c'est inexpliqué. Il y a tout un tas de choses comme ça qui restent inexpliquées. Bon, et maintenant je reviens à mon histoire de billard et de multivers. Si je prends des boules de billard et que vous admettez que dans notre organisme, par exemple, il y ait plein d'interactions, hein, d'accord, plein de molécules qui se déplacent, comment on appelle ça, enfin, je ne sais plus, mais... et qu'il y a plein d'interactions, vous utilisez un billard et vous simulez ces interactions et vous vous apercevez que quelle que soit la précision, même si vous descendez dans l'infiniment petit, vous ne pouvez pas empêcher l'apparition de ce multivers. Vous ne pouvez pas empêcher le fait que vous allez avoir des bifurcations et qu'à partir de la première bifurcation, ça va commencer à dégénérer. C'est-à-dire que le nombre de possibilités pour les trajectoires de boules va devenir tellement immense que votre billard va devenir littéralement quantique. Au point que, même si vous travaillez avec une précision égale à l'échelle de Planck, là où la distance n'existe plus, eh bien vous vous apercevez qu'au bout de quelques dizaines d'interactions, vous pouvez choisir carrément vos conditions finales. Et même le chemin que... Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, en aucun cas, la mécanique ne détermine le cours des événements à long terme. La mécanique détermine le cours des événements seulement à court terme. Et au bout d'un certain temps qui va dépendre de la complexité du système, au bout d'un certain temps qui va dépendre de la taille, de la masse des objets et de leurs interactions avec l'environnement, vous avez un multivers de possibilités qui apparaît. Et on ne sait pas laquelle a choisi l'univers. Et pourtant, le futur existe déjà, d'après les physiciens.
Et donc, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y a différentes théories. On a laissé tomber quand même la théorie qui dit que le futur se crée dans le présent. Celle-là, elle a à peu près disparu depuis que les horloges atomiques nous ont montré, depuis que le GPS fonctionne, qui ne pourrait pas fonctionner si on ne faisait pas intervenir les effets relativistes, etc., etc. Les horloges atomiques, tout un tas de travaux nous ont fait prendre conscience qu'il n'existait pas ce curseur du présent qui crée, donc qui crée la suite des événements. Et on sait qu'au moins en ce qui concerne le présent proche, le futur proche, pardon, le futur est déjà réalisé. Mais on sait aussi qu'il est tout à fait possible de voyager dans le futur et même théoriquement possible de voyager dans le passé. Et on commence à trouver des astuces pour arriver à voyager dans le passé sans se retrouver confronté au paradoxe du grand-père. C'est juste que vous n'allez jamais rencontrer votre grand-père si vous voyagez dans le passé ou que vous n'allez jamais réussir à pouvoir le tuer parce qu'il y aura un système de protection chronologique qui fera que vous n'y arriverez pas. Parce que vous êtes... voilà. Bon, enfin, voilà. Ça, c'est une parenthèse. Le passé peut tout à fait être modifié théoriquement d'après la physique. Bon, c'est basé uniquement sur une expérience de pensée qui vous dit que si vous faites une mesure de la lumière qui arrive depuis plusieurs milliards d'années et qui transite entre deux étoiles et que lorsque vous faites une mesure sans observateur, vous allez voir un système d'interférence et lorsque par contre vous observez, vous allez voir une trajectoire. Donc ça veut dire que la trajectoire de votre rayon lumineux, depuis 3 milliards d'années, elle est décidée dans le présent. Et avant, elle n'existait pas. Donc il y a bien une modification du passé. Et cette modification du passé, en fait, il est facile de la comprendre à partir du moment où vous avez compris que tout est mémorisé sous la forme de conscience. En fait, il se passe exactement la même chose dans le passé que dans le futur. Et les physiciens ne savent pas faire la différence entre le passé et le futur. On a, dans les deux cas, un réservoir d'informations et tout ce qui est possible, et on n'a pas une seule possibilité, on a un réservoir de possibilités. Bon, mais... Je reste sur ma ligne. Là où je veux vous emmener, c'est sur les capacités créatives de la conscience. Donc, et alors voilà, donc j'ai oublié de dire, enfin non, ça vient naturellement. Donc la question est, ok, on a compris que le futur était parfaitement déterminé par la causalité pendant un certain temps. Et on a compris que au bout d'un certain temps qui dépend beaucoup du système, après, ça devient complètement indéterminé. Mais on sait que, puisque théoriquement on peut voyager, disons que, voilà, on a quand même un futur qui est déterminé, a priori. En tout cas, on a le droit de faire cette hypothèse que le futur soit déterminé à long terme, surtout lorsque vous avez des expériences de vécu qui le confirment, hein. Qu'est-ce qui détermine, puisque ce n'est plus la causalité, puisque ce n'est plus les lois physiques, ce ne sont pas les lois physiques qui font les choix de trajectoire ou bifurcation, qu'est-ce qui détermine donc ce qui va arriver? Eh bien, il suffit de faire des calculs. Mais cette fois-ci, au lieu de rajouter de la précision aux coordonnées des boules, de la précision dans leur position, dans leur vitesse, etc., que vous n'avez pas le droit de rajouter parce que vous êtes en dessous de la précision de l'univers lui-même, vous faites vibrer l'espace. Ça revient au même. En fait, ça revient à dire que les nombres réels n'existent pas, ce qui est une théorie tout à fait valable en physique, et que les nombres réels, dans la réalité, ils existent avec un certain nombre de chiffres après la virgule, et puis à partir d'une dizaine de chiffres après la virgule,
on introduit du hasard. C'est Nicolas Gisin qui introduit du hasard. Alors moi, je dis que non, il ne faut pas introduire du hasard parce que c'est de l'hasard, c'est de l'information et vous finissez par introduire une quantité d'informations infinie. Il faut introduire des vibrations. Quand vous introduisez des vibrations, vous n'introduisez pas d'informations supplémentaires parce qu'il suffit de connaître la fréquence d'une vibration et vous pouvez descendre dans l'infiniment petit en précision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez parfaitement faire vibrer les nombres réels. Ça veut dire que vous pouvez parfaitement faire vibrer les boules ou, ce qui revient au même, faire vibrer l'espace de votre billard. Et quand je dis faire vibrer l'espace, c'est à une échelle infime. Mais si vous faites des calculs, eh bien vous résolvez le problème. Le problème est résolu. C'est-à-dire que si vous rajoutez l'information vibratoire à petite échelle, eh bien votre futur devient à nouveau déterminé. Les trajectoires de boules deviennent à nouveau déterminées, ce qui veut dire que d'une manière générale, ce qui détermine ce qui va vous arriver à long terme, ce sont les vibrations de votre conscience. Ça vous va? J'ai pas trop choqué les esprits. Donc quand on parle de vibrations dans le monde alternatif, bon, un peu New Age quand même sur les bords, hein, je précise que personnellement je combats le New Age. C'est dommage, enfin, cette idée que nos pensées créent notre réalité, comme le rappelait d'ailleurs Luc Baudin hier, je crois. Cette idée que nos pensées créent notre réalité ne vient pas du New Age, c'est une idée qui nous vient c'est une connaissance du Kybalion, de tout ce que vous voulez. C'est une connaissance millénaire, multimillénaire. C'est une connaissance qu'on a depuis... Voilà, je dirais que le New Age, là, simplement, on a fait un business et ça a créé ce que vous savez, avec beaucoup d'erreurs. Donc il faut laisser tomber tout ce qui est loi d'attraction et compagnie, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose, mais on peut facilement fabriquer du faux à partir du vrai. Il vaut mieux partir de la vraie science, de la physique. Et donc évidemment que je fais un raccourci en disant que notre futur personnel est créé par nos pensées portées par la vibration de nos émotions. Parce que, qu'est-ce que c'est que les vibrations de la conscience? La conscience, elle a deux aspects. Alors, je n'ai pas développé le fait que la conscience, ce n'était pas seulement l'espace, mais c'était aussi le temps. Et que d'ailleurs, il y a 3 temps et il n'y en a pas qu'un seul. Bon. Mais le temps n'existe pas, n'est-ce pas? Et donc, quand on parle de vibration, on parle de tout ce qui est ressenti. Quand on parle, et c'est justement ce que n'arrivent pas à expliquer, les neurosciences. Les neurosciences arrivent à très bien expliquer tout ce qui est analyse, mouvement, comportement, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, il faut pas. C'est super. Heureusement qu'on a des neuroscientifiques, c'est super. Mais il faut qu'ils restent dans leur champ et qu'ils n'aillent pas vers l'irrationnel. Hein. Lorsqu'ils prétendent que la mémoire est dans le cerveau, lorsqu'ils prétendent que la conscience est fabriquée par le cerveau, c'est de la pensée magique. Les scientifiques, en général, sont les premiers adeptes de la pensée magique. C'est de la pensée magique triste, mais c'est de la pensée magique. L'idée que la conscience est le produit du cerveau, c'est de la pensée magique triste. Et donc, je disais, donc les neuroscientifiques ne savent pas expliquer les perceptions. Mais si vous comprenez que les perceptions, c'est de l'ordre de la conscience, ben vous n'avez pas besoin du cerveau pour expliquer les perceptions. Et d'ailleurs, à partir du moment où vous avez compris que la conscience, c'était l'espace, et que donc la conscience, c'était le vide, et donc vous savez que le vide est plein, on n'arrête pas de dire que le vide est plein. Le vide est effectivement plein de vibrations de la conscience. Donc, ayant compris que la conscience était le vide, ou si vous préférez l'éther, ou si vous préférez l'espace, tout ça, c'est 3 manières de décrire la même chose. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ces vibrations? Ben, c'est tout simplement tout ce qui est ressenti. Tout ce qui est du domaine du ressenti, c'est quelque chose qui se propage dans le vide, et pas dans le cerveau.
Ce sont les vibrations du vide qui correspondent aux vibrations de la conscience, qui correspondent au ressenti. Le ressenti, c'est les sensations, les sentiments, les émotions, les intuitions. Une intuition, ça commence par un ressenti. Eureka, la joie, j'ai trouvé. Et après, il faut faire un travail pas évident pour arriver à le transformer en information mentale. Bon, parfois, ça débarque directement en information mentale, il faut le reconnaître. Et à ce propos, je disais que donc on n'a pas localisé la mémoire, que maintenant on sait, on a une théorie sur la mémoire, l'espace-temps c'est la mémoire, et que pour ce qui concerne donc mémoire, vision et intuition, pour ce qui concerne les intuitions, alors moi j'ai eu beaucoup d'intuitions dans ma vie, c'est allé jusqu'à ce que je remette en question l'idée que c'était grâce à mon intelligence, parce qu'il y avait un certain type, d'intuition que je ne pouvais pas attribuer au fait que j'étais bon, quoi. Il y en a... Et puis, vous savez, l'intuition au sens large, c'est la perception d'informations dans le mental et qui peuvent inclure ce qu'on appelle, ce qui est de l'ordre de la vision à distance. La vision à distance est un phénomène qui a largement été démontré, largement été étudié. Aujourd'hui, vous avez sur toute la planète des espions psychiques qui travaillent dans tous les services secrets, qui n'ont pas forcément intérêt à le clamer sur le toit. Et vous avez la vision du futur proche, l'intuition du futur proche. Donc l'intuition d'une information à distance ou vision à distance, la vision du futur proche, également démontrée en laboratoire comme un phénomène réel. J'ai moi-même refait ces expériences et trouvé que c'était réel. Vous avez également la télépathie, donc vous avez toute une faune d'informations, de types d'informations différentes qui débarquent dans notre cerveau sans qu'on puisse attribuer cela à une prouesse du mental. Bien entendu, les prouesses du mental existent et vous permettent de simuler ce genre de choses, mais il ne faut quand même pas non plus tomber dans ce piège. Et on est obligé d'admettre la réalité de la perception à distance, la réalité de la communication à distance de la conscience avec des points éloignés dans l'espace et dans le temps. Et ça, c'est dans la physique. La possibilité que de l'information puisse transiter entre deux points de l'espace et du temps, elle existe en physique. Si on conserve l'idée d'un univers à 4 dimensions, on a tout de même l'intrication et on interdit que ça puisse servir à communiquer de l'information. En réalité, c'est uniquement parce qu'on limite à l'univers à 4 dimensions. Si on remet toutes les dimensions à l'univers, et ça, je ne vais pas creuser ça, en réalité, il y a bel et bien une communication possible entre deux points séparés par de l'espace et séparés par du temps. Ça fait intervenir l'intrication au sens large, ça fait intervenir ce qu'on peut appeler des micro-trous de verre, et on est en train aujourd'hui d'élaborer une holographie quantique qui permet de bien comprendre ce phénomène, c'est-à-dire la possibilité de la téléportation d'informations. Donc la notion de téléportation d'informations, elle existe, elle est étudiée en physique, et c'est une propriété que naturellement on va pouvoir attribuer à la conscience, puisque la conscience, elle a cette capacité. Elle a une nature non locale. Et d'ailleurs, vous avez les expériences de mort imminente qui vous le démontrent. Les personnes qui sortent de leur corps parce qu'ils ont vécu un traumatisme, que ce soit une mort provisoire ou simplement un accident, ils peuvent en sortir indemnes. Vous avez même des technologies qui vous permettent de sortir de votre corps. Alors on va dire « Ah mais on n'a pas la preuve que c'est une vraie sortie de corps », mais on s'en fiche, puisque déjà l'espace n'existe pas dans notre réalité. Alors on ne va pas commencer à dire qu'il existe dans notre réalité, mais pas en dehors du corps. C'est le même. L'espace, c'est la conscience, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut prendre au sérieux les expériences de mort imminente et toutes les expériences de sortie de corps en général, parce que c'est la conscience qui est le tampon de la réalité des choses.
C'est ce qu'on vit, c'est le vécu qui détermine ce qui est réel. Et l'idée de rechercher un réel derrière le vécu, elle est complètement illusoire. Il faut sortir de cette naïveté. Et donc, je disais qu'en physique, on a les moyens de conceptualiser la possibilité que la conscience puisse avoir cette capacité de navigation. Donc, j'appelle ça... Oui, la navigation de la conscience, ça consiste en deux choses. La possibilité de se déplacer d'un point de l'espace-temps à un autre point de l'espace-temps qui peut être très éloigné, ou la possibilité de faire venir de l'information d'un point éloigné de l'espace-temps vers la conscience. Soit que peut-être une petite partie de la conscience qui serait dans l'inconscient ou dans le subconscient voyage réellement et ramène cette information, sachant que la possibilité de voyager vers, elle existe également. Et de toute façon, les expérienceurs de ces choses-là ne savent même pas faire eux-mêmes la différence entre aller vers ou faire venir. Lorsque vous voyagez en dehors de votre corps, vous ne savez pas faire la différence entre vous déplacer vers quelque chose que vous voyez ou zoomer vers quelque chose que vous voyez. Vous vous retrouvez instantanément projeté à cet endroit par la pensée, ce qui vous amène à considérer que la pensée hors du corps, c'est-à-dire la pensée vibratoire, puisque la conscience est de nature vibratoire. Donc la pensée est réellement de nature vibratoire. Il y a deux natures, il y a deux façons de penser. Il y a la pensée analytique, qui est la pensée quand on est à l'intérieur du cerveau, mais on peut très bien avoir une partie de notre conscience, plus ou moins consciente, suivant les cas, qui, elle, peut utiliser sa nature vibratoire pour voyager ou pour faire venir de l'information depuis un autre lieu de l'espace-temps, que ce soit très loin, dans le futur, etc. Et voici venir la véritable compréhension de la nature de la réalité. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour créer ce canal de communication qui crée un micro-trou de verre? Alors, on n'est pas sur des trous de verre dans la densité physique, hein, ça n'a rien à voir avec les trous noirs. Bien qu'on entende chez les physiciens qu'aujourd'hui, on peut relier deux trous noirs par un trou de verre, ok, ça c'est très bien, ça fait faire de jolis progrès à la physique, mais là, on est dans la densité physique et les quantités d'énergie sont considérables, hein, pour créer ce canal d'information. Alors que dans la densité de la conscience, et qui plus est dans le petit, je vous parle de micro-trou de verre, là, il n'y a pas ce genre de problème. Donc on peut tout à fait concevoir, bien sûr on ne sait pas faire les calculs d'ordre de grandeur, mais la physique nous permet de concevoir la possibilité de relier deux points de l'espace et du temps par de l'information, à condition de faire intervenir des dimensions supplémentaires qui ne sont rien d'autre que des dimensions vibratoires du vide. Et je vais conclure là-dessus. Ouais. Alors je vais vous l'amener doucement. Et on en a parlé beaucoup durant ce colloque de naturopathie. Je vais peut-être vous laisser deviner de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui vous permet de relier deux points de l'espace et du temps de manière à engendrer une communication? Alors, je ne vais quand même pas vous le dire tout de suite. Je vais terminer. Non, il me reste 4 minutes. Je vais dire que d'abord, il y a une application absolument fondamentale pour la guérison, j'ai failli oublier. C'est que c'est de cette façon-là que vous sollicitez un futur désiré. C'est-à-dire, c'est lorsque vous vibrez, et il s'agit de vibrer, hein, attention, il ne s'agit pas d'y aller avec votre mental analytique, il faut vous débarrasser du mental. Le mental, il est prisonnier du temps. Le mental, c'est le cerveau qui crée le temps. Le mental est prisonnier du temps. Il faut vous débarrasser de votre mental. Lorsque vous vibrez émotionnellement une information qui correspond au futur dont vous rêvez et qu'il s'agit d'un futur authentique que vous êtes allé chercher, non pas avec votre mental parce que vous l'avez ressenti dans vos tripes, intuitivement, parce qu'il y a eu le tampon de la joie qui vous a dit que c'est ça que vous allez faire,
Bien, lorsque vous ressentez ça avec vos tripes, lorsque vous le vibrez, eh bien, ça génère un pont de communication avec votre futur qui vient énergétiser ce futur-là. Et du coup, ça augmente les probabilités de ce futur-là. Et par rétrocausalité, si on peut dire, ce futur va chercher à se manifester à l'aide de ponts. Et ces ponts, c'est au moment où il va y avoir des bifurcations. Et lorsqu'à une bifurcation se présente comme par hasard un signe, entre guillemets, une synchronicité, ou tout simplement une intuition qui vous dit que là, il faut bifurquer, ça veut dire qu'on est en train de vous guider, mais c'est vous. Vous avez le droit de penser à l'existence d'un guide, d'autant plus que c'est réel, à mon sens. Je pense qu'il y a bel et bien notre soi qui joue le rôle de guide et qui est capable d'aller visiter notre futur. Vous savez, cette énergie que vous laissez de l'autre côté avant de vous incarner, parce que vous en avez besoin pour vous guider. Donc cette énergie-là peut très bien aller dans votre futur et dire c'est ça que vous avez à faire. Et donc vous, dans votre vie, à partir du moment où vous allez fouiller dans votre intériorité, à un moment donné, vous avez quelque chose qui s'allume et vous ressentez la joie d'exister. Et là, vous savez ce que vous avez à faire. C'est parce qu'il y a un pont entre votre soi et vous qui s'est créé. Et c'est parce que vous venez d'énergétiser ce futur-là et que, en conséquence, vous allez trouver les synchronicités, les ponts, les kairos, les signes, tout ce que vous voulez pour vous conduire à destination. Et donc, je termine sur quel est le type d'onde qui permet de créer ces fameux ponts, ces micro-trous de verre, etc. Ce sont les ondes de torsion. D'accord ? Les ondes de torsion, des champs de torsion sont bel et bien des ondes, et les Russes l'ont compris, les champs de torsion sont bel et bien des ondes qui sont liées à la pensée et qui, évidemment, se déplacent bien plus vite que la lumière, mais on ne peut pas parler de déplacement parce que c'est quelque chose qui se fait hors du temps, on est en dehors de la causalité, et c'est la raison pour laquelle les physiciens bannissent ce type d'onde, c'est parce que ça fout en l'air toutes leurs équations. Voilà, je vous remercie. Eh ben. Merci. Merci beaucoup.